Salut, c'est Alan au micro et vous écoutez le 12e numéro de Profil, votre émission de scouting pour le site Dunk Hebdo. Avec moi cette semaine, une seule personne. Vous l'avez donc compris, c'est le scout de la semaine, c'est Ben. Comment ça va, Ben? Ça va très bien, et toi, Alan? Très très bien, super content de te retrouver pour un nouvel épisode de Profil. Et cette semaine, tu vas nous parler d'un joueur qui a changé d'équipe dernièrement, c'est Tobias Harris. On t'écoute. Ouais, exactement, je vais parler de Tobias John Harris, de son nom complet. Avant d'en parler, 3 choses. Je tiens déjà à remercier les votants sur Twitter, parce qu'avoir choisi Tobias Harris, merci, parce que c'est de loin, je pense, le meilleur joueur qu'on a eu à scouter depuis le début. Deuxième chose, bravo aux votants sur Twitter pour leur flair, parce que Tobias Harris a été choisi avant son trade, donc ça a été assez intéressant de voir un joueur dans une autre équipe pour 2 matchs. Et enfin, merci surtout, et faut lui dire big up à Alan, parce qu'il a assuré le remplacement plusieurs semaines déjà, et le mec a déjà 12 000 profils alors que j'en suis qu'à mon 3e. Ceci étant fait, rapide biographie de Tobias Harris avant de parler de son jeu. Donc on est face à un joueur qui est dans la ligue depuis 2011, c'est sa 8e saison. Il a déjà connu 5 équipes dans ces 8 saisons. Par ordre chronologique, Milwaukee, Orlando, Détroit, Los Angeles, les Clippers, et il est actuellement à Philly. Au cours de sa carrière, il y a une progression constante jusqu'à cette saison avec les Clippers où il est passé très près d'une sélection au All-Star Game. Alors qu'il est en fin de contrat cet été, c'est ça qui est assez intéressant, il est en fin de contrat cet été et beaucoup commencent à parler peut-être d'un max ou en tout cas d'une grosse somme pour Tobias Harris. Donc logiquement, pour moi, la question centrale a été de savoir, est-ce que Tobias Harris peut être un franchise player? Parce que j'estime que si on est face à un joueur qui s'est approché du All-Star Game, c'est une question qui peut être légitime. Première chose, on est sur du hors-terrain, mais Tobias Harris, c'est un joueur qui est assez, et il faut le souligner, assez solide dernièrement, mais je parle d'un point de vue physique. Il a raté 2 matchs sur les 3 dernières saisons et il y a très peu de joueurs qui sont à ce niveau-là. Enfin, ça classe dans le top 10 de la NBA et c'est toujours un bon point pour un potentiel franchise player. Une telle solidité et le fait de pas rater de match, c'est positif. Offensivement, vous allez le voir, c'est sans doute le profil le plus complet qu'on a eu depuis le début de cette série. Personnellement, ce qui m'a déjà agréablement surpris, c'est son dribble. Alors oui, c'est pas forcément quelque chose dont on pense en premier avec Tobias Harris, mais il lui arrive de porter le ballon. C'est d'autant plus le cas avec les Sixers sur les récents matchs qu'il a eu dans sa nouvelle équipe, mais il le faisait déjà avec les Clippers. En contre-attaque, par exemple, c'est un joueur qui peut se projeter et parfaitement trouver le joueur démarqué en contre-attaque pour réussir le panier ou alors il va finir lui-même. Il peut aussi sur pick and roll et c'est là où son dribble se note en plus de sa vision de jeu. Sur pick and roll, il y a eu pas mal de stats sur sa capacité à être très très fort en pick and roll après son trade, ça a été beaucoup mis en avant et c'est assez évident quand on le regarde que c'est un de ses points forts, il est très à l'aise là-dessus. Ce qui est assez impressionnant tout d'abord, c'est qu'on est sur un joueur qui est en feu actuellement, en très grosse réussite. Donc quand il joue un pick and roll et que le défenseur décide de passer en dessous, il n'hésite pas à sanctionner direct, à se lever. Sur les pull-ups cette année, il est à pratiquement 48% de réussite. C'est absolument dingue. Et sur les pull-ups à 3 points, il est plus à l'aise en termes de pourcentage de réussite sur les pull-ups à 3 points que les catch and shoot. C'est complètement dingue. Et sur les pull-ups à 3 points, il est aussi pas loin des 48% de réussite. Son shoot, il est soyeux, la mécanique est rapide. En gros, les défenseurs ont aucune chance une fois qu'il a ramé de le rattraper. Sur pick and roll, il peut lui aussi arriver aussi de pénétrer, même si il a tendance à préférer s'arrêter à mi-distance ou dans la zone des flotteurs. Faut savoir que c'est un joueur qui apprécie énormément les flotteurs. Statistiquement, il est plutôt à l'aise dans ce domaine, mais selon moi, alors j'extrapole un peu, mais j'ai tendance à croire qu'il tente vraiment beaucoup de flotteurs parce que c'est pas forcément un joueur qui aime aller dans la raquette et se frotter aux autres joueurs. J'en parlerai plus tard, mais à ce niveau-là, il a peut-être quelques limitations. Ce qui peut être encore plus déroutant maintenant, c'est qu'il évolue avec les Sixers, comme je l'ai dit, et qu'il va jouer avec un intérieur, Joel Embiid, qui, quand il est en position de poser l'écran, peut vraiment tout faire. Peut s'écarter pour shooter à 3 points, pénétrer dans la raquette, reprendre la balle. Enfin bref, le panel des possibilités, il est totalement illimité. Ce qui fait que sur les quelques pick and roll joués Embiid-Harris, on a pu voir que vraiment le potentiel danger était assez immense. Plus globalement, du coup, je me suis assez concentré sur ses capacités de playmaking, mais elles sont non négligeables et ça a été déjà ma première surprise parce que j'avais jamais étudié Tobias Harris avec
autant de détails, mais je pense que je peux dire sans trop de soucis qu'il y a une vraie évolution de ce côté-là, et j'ai pu lire des commentaires de Doc Rivers assez élogieux à ce sujet, et c'est pas vraiment surprenant parce qu'il m'a vraiment agréablement surpris. J'irai pas jusqu'à dire que ça peut être un point forward, c'est ailiers qui tiennent la balle, mais il peut suppléer parfaitement dans une attaque structurée le porteur de balle prioritaire. Pour ce qui est de son jeu plutôt sans ballon, même si je vais revenir un peu après avec son jeu avec le ballon, pour ce qui est par exemple du catch and shoot, cette année il est assez destructeur, même s'il est un peu moins en réussite qu'en pull-up, il reste à plus de 40% de réussite, ce qui reste incroyable, 40,5 pour être très précis. Ce qui est assez agréable, c'est qu'il sait se positionner hors du ballon, il sait trouver les points faibles dans la défense pour se mettre en catch and shoot et sanctionner. Il hésite pas non plus, c'est pas un attaquant totalement hébété, il va quand il sait qu'il est ouvert mais qu'il a un coéquipier qui a un shoot encore plus préférentiel, il peut faire l'extra passe. Il adore se loger dans les coins. Cette année, il a 52% de réussite à 3 points dans les corners, 52 dans les deux corners, 52 à gauche, 52 à droite. Il est hyper impressionnant de ce côté-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on le met dans le corner, enfin, ça peut faire très mal aux équipes d'en face. Il a tendance aussi à vraiment apprécier le shoot face au panier. Là, c'est plus un shoot qui va prendre en pull-up. On sort de ces situations, il est loin du ballon. Alors, ce que j'ai remarqué par rapport à ça, c'est peut-être un shoot dont il a tendance à abuser, je trouve, des fois. Alors, 41% de réussite à 3 points en pull-up ou face au panier, c'est très bon, mais faut pas qu'il en abuse. Globalement, si je dois parler de son shoot, ce qui m'impressionne, c'est l'évolution. Si on prend ses 3 premières saisons NBA, ses pourcentages de réussite étaient les suivants: 26, 31 et 25. Ça fait 2 saisons qu'il a plus de 40. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une progression assez folle. Et ce qu'on peut dire, c'est que, sachant les études statistiques qu'on a un peu sur ce domaine, il n'y a pas de raison qu'il redescende. C'est-à-dire qu'on est face à un joueur qui sera un vrai danger à 3 points. Mais comme je l'ai dit, il a vraiment tendance, je trouve, à un peu trop parfois abuser de ce tir à 3 points, même si là ça peut se comprendre vu qu'il est en réussite. J'aimerais le voir un peu plus, parfois rééquilibrer en fait la dose. Cette année par exemple, il prend plus de shoot à 3 points que dans la raquette. Ça peut s'expliquer par, comme je l'ai dit, le fait que dans la raquette, c'est pas forcément le finisseur le plus adroit, mais c'est quand même un décalage qui peut poser question si jamais il venait à être moins en réussite. Est-ce qu'il pourrait retrouver cette volonté d'aller un peu plus dans la raquette, surtout que c'est quelque chose qu'il faisait au début de sa carrière et qu'il a tendance à avoir abandonné au fil du temps où il a commencé à se créer ce shoot à 3 points. Globalement, si je dois résumer l'attaque de Tobias Harris, j'ai été assez surpris par ses qualités de playmaking. C'est un joueur, alors là je sais c'est la tarte à la crème, très intelligent. Il affectionne énormément le post-up. Je vais en parler plus tard, mais là on voit sa capacité à vraiment s'adapter au match-up que lui propose la défense. Il adore le post-up. Dès qu'on lui met un joueur plus petit, il va le poster et ça va être un problème pour le joueur plus petit parce qu'il a les fondamentaux pour lui faire mal. Pour ce qui est de son 1 contre 1, c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment me pencher. C'est un petit peu décousu ma présentation, mais je voulais en arriver là. Parce que pour moi, selon ma question de base, c'est-à-dire sa possibilité d'être un franchise player, la possibilité d'être un fort attaquant en 1 contre 1, c'est vraiment, dans le cahier des charges, pour moi, c'est la première compétence qu'il devrait valider. Alors pour ça, c'est vraiment un joueur pour lequel le match-up va être déterminant. Je sais, c'est un petit peu caricatural, c'est un peu le cas pour tout le monde, oui, mais c'est vraiment le cas pour Tobias Harris. Pour comprendre ça, il faut un petit peu revenir en arrière et s'attarder sur ses qualités athlétiques. Je tiens à dire que, à l'image de son playmaking, de son dribble, de son shoot, de tout, en fait, il y a eu un travail assez impressionnant. J'étais resté sur l'image d'un joueur un peu rond. J'aime bien l'adjectif chubby. En anglais, c'était un petit peu chubby, Tobias Harris. Mais c'est plus vraiment le cas. Il est en forme, il est assez long, il est fit. C'est un joueur solide dans le sens où aussi on voit qu'au poste, comme j'en ai parlé, il a une puissance du haut du corps. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qu'on va réussir à mettre à mal parce qu'il est pas assez athlétique. Même si, comme je vais le dire un peu plus tard, ça a relativisé en défense. Ses progrès athlétiques, du coup, couplés à son intelligence de jeu, ça lui permet d'être un vrai danger pour les intérieurs quand ils doivent s'écarter et le défendre. Cette année, Tobias Harris avec les Clippers et aussi avec Philly, même si avec Philly ça va être un petit peu différent, et c'était aussi le cas l'année dernière, il joue principalement sur un poste 4, donc il peut lui arriver d'être opposé face à des Lauri Markkanen, à des Taj Gibson. Je prends pas ces exemples-là au hasard parce que c'est des matchs que j'ai eu l'occasion de voir, et face à ces joueurs-là, face à ces 4 à l'ancienne entre guillemets, il sait parfaitement exploiter le match-up.
c'est pas tellement par la vitesse qu'il va les avoir, c'est plutôt par sa capacité à marquer aux 3 niveaux, à mi-distance, à 3 points et dans la raquette, même si, comme je l'ai dit, il préfère plutôt la floater range. Ce qui fait qu'il met constamment ses adversaires dans l'incertitude et que ces intérieurs-là sont obligés de le défendre très haut à 3 points et là, il en profite avec ses fondamentaux pour faire la différence. J'ai remarqué quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'il a tendance, je trouve, à, comme je l'ai dit, sur ces situations-là, j'ai remarqué qu'il a tendance à se faire souvent bâcher. Alors j'ai trouvé ça assez bizarre, je me suis dit j'ai peut-être une hallucination énorme. En fait, quand on s'intéresse aux statistiques, on remarque qu'en fait sur 101 tentatives de drive qui concluent par un lay-up, il s'est fait contrer 16 fois, ce que j'ai trouvé assez énorme. Et c'est vrai que là on voit peut-être un petit déficit de vitesse qui là va se matérialiser contre les défenseurs les plus forts. Là je vais faire une petite incise et il y en a un qui va être content, c'est le fan d'OKC, Paul George. Face à Paul George, alors quand on regarde les statistiques de Tobias Harris contre le Thunder, on voit un 10 sur 23 au tir, un 7 sur 14, un 9 sur 14. On a tendance à se dire, contre une bonne défense d'OKC, il a été plutôt efficace. Sauf que dans ses duels directs face à Paul George, il a vraiment été en difficulté. Et Paul George, c'est un petit peu le symbole des défenseurs. Alors oui, il y en a pas 50 du niveau de Paul George, mais vraiment l'élite du poste 3 qui est capable d'être bon défenseur tout simplement en poste 3. Face à eux, Tobias Harris, il a des manques. Il a déjà plus cette arme de mouvement ou de fondamentaux, ça marche plus parce qu'on est face à des défenseurs qui connaissent ces tours-là. Ensuite, son déficit de vitesse pose vraiment problème parce qu'on est face à des joueurs qui vont pas hésiter à lui sauter à la gorge à 3 points et qui vont pas avoir peur de se faire griller sur du drive. C'est le cas de Paul George. Paul George pouvait lui monter à la gorge, il allait pas se faire cramer sur du drive. Sur le pick and roll également, quand il a joué la paire Adams-Paul George, il a été beaucoup plus en difficulté parce qu'il pouvait pas ni profiter de Paul George parce que Paul George avait les capacités athlétiques pour recouvrir et Adams était beaucoup trop intelligent pour tout simplement pour se faire cramer. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'offensivement en fait Tobias Harris il était pas dans cette situation-là avec l'équipe Clippers, il sera pas avec les Sixers, mais quand il va être la focale, vraiment le danger numéro 1 pour l'équipe d'en face, peut-être qu'il va être un petit peu limite parce que les tours dans son arsenal sont pas illimités, hein. C'est plutôt clair à ce niveau-là. Pour ce qui est de la défense, parce que là il faut que je conclue au bout d'un moment, la défense je vais y passer beaucoup plus rapidement. Comme je l'ai dit là encore, on voit ses progrès qui ont été effectifs. Il est plus chubby, hein. Il est capable de suivre les attaquants adverses. Il est très long. Ça, c'est un très bon point parce qu'il peut gêner, poser problème, mais il est capable de switcher. On va dire qu'il est capable de défendre des grands arrières aux petits intérieurs, ce qui fait quand même un horizon assez intéressant. Je pense qu'avec Philly, ils vont l'amener à switcher pas mal. Défensivement, j'ai trop rien à dire. C'est un joueur solide. Il sera pas négatif, mais c'est pas non plus, on est très 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 loin du lockdown defender. C'est assez évident. Ses déficits en vitesse se voient. Mais encore une fois, je me répète, mais on voit son intelligence de jeu. Dernière petite chose au niveau des rebonds. Au niveau des rebonds, c'est un joueur qui est très intelligent à ce niveau-là. Il box out très bien. Il sait protéger. Il a le flair pour trouver le rebond. Bref, c'est un joueur intelligent. Je vais pas me répéter une énième fois. Pour conclure, parce que là, je vais exploser les propres chronos que j'impose aux autres. Est-ce que c'est un franchise player? J'ai tendance à dire que non. Je pense que c'est un très 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 bon joueur de complément vu ce qu'il fait actuellement, Tobias Harris, mais j'ai quelques doutes. Tout d'abord, j'ai peur qu'on soit à la quintessence de Tobias Harris. Je vois pas actuellement ce qu'il pourrait faire de mieux. Athlétiquement, je pense qu'il arrive à un sommet, il est vraiment en forme, fit, il a tout. Dans son jeu, il est en feu à 3 points depuis 1 an et demi. Il est intelligent, je vois pas où il peut trop s'améliorer. Donc je pense pas que ça soit un franchise player, mais c'est un solide joueur de complément. C'est peut-être le chéneau manquant entre, on dit souvent que le poste 3 c'est en gros c'est soit les Paul George, les Kevin Durant, les LeBron James, soit les autoporteurs. Je pense que c'est quelque chose entre ça, c'est peut-être le chéneau manquant. Je pense qu'il est d'ailleurs équidistant, il est à la fois loin du groupe Paul George, Paul George, LeBron James, Kevin Durant, et très loin d'autoporteurs, mais il présente quelque chose d'assez intéressant. Je ne lui donnerai bien sûr pas un max, mais c'est un joueur qui m'a agréablement surpris. Dernière petite chose, je me méfierais de 2 choses pour finir. D'abord, je pense que là, encore une fois, il est au sommet de son niveau et j'ai peur qu'il puisse redescendre ensuite. Et une dernière petite chose, c'est un petit peu
mon mantra, mais au niveau il a joué que 4 matchs en playoff dans sa carrière, et si jamais je veux parier sur lui en tant que franchise player, ça pourrait un petit peu me freiner. J'ai fait un quart d'heure, c'est une catastrophe, je m'excuse Alan. Pas de souci. Profil très 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 chargé pour un joueur où il y a beaucoup à dire, je pense, surtout avec l'actualité. On sait entre nous, même tu l'as dit dans le podcast Power Ranking sur la conférence Est, que t'aimes assez ce qui se passe à Philadelphie pour la fin de saison. Comment tu vois Tobias Harris cohabiter, que c'est une question débile ce que je vais te demander, mais avec les 3 autres, est-ce que c'est comme tu dis ce chaînon manquant à l'aile? Mais est-ce que on a pu penser que c'était Jimmy Butler avant le chaînon manquant à l'aile? Comment tu penses que ça peut se mettre en place? Surtout que tu as parlé de ses capacités en catch and shoot et en pull-up, donc voilà. Alors je pense, d'abord on voit que Philly commence à jouer des systèmes où ils lui font initier le pick and roll avec Embiid, où ils lui font monter la balle. Ça, je trouve ça super intéressant. Après, honnêtement, en ayant étudié Tobias Harris, ce qu'on a dit par rapport au fait que ça pouvait être un joueur catch and shoot à Philly, c'est limiter ce qu'il est capable de faire. Après, pour ce qui est de son insertion, je pense d'abord qu'avec Embiid sur le pick and roll, ça sera super intéressant. Il peut vraiment aller avec tout le monde. Avec Simmons, il sera intéressant parce que ça lui permet d'avoir un autre joueur à qui écarter. Peut-être que oui, j'aurais peut-être des doutes si jamais on l'amène. Et non, en fait, j'en ai même pas parce que défensivement, on va pouvoir mettre Jimmy Butler sur la menace à l'aile la plus dangereuse, je pense. Donc, on va le cacher. C'est un grand mot, cacher, mais à ce niveau-là. Et offensivement, je me fais pas trop de soucis parce que, comme je l'ai dit, ou j'espère que je l'ai fait comprendre tout au long de ce profil, c'est un joueur hyper complet. Peut-être qu'on va un petit peu limiter son rôle, du coup, avec Philly. On a essayé vraiment de le mettre en avant sur ses quelques premiers matchs joués avec l'équipe de la Pennsylvanie, mais j'ai peur que bien souvent on le cantonne justement à ce qu'on peut dire certains observateurs, c'est-à-dire un joueur de catch and shoot, et pour moi ça serait un peu trop limité ce qu'il est capable de faire. Surtout que Redick est excellent catch and shoot, donc t'as déjà cet élément-là dans le jeu, et lui il peut apporter autre chose. Ouais, je suis d'accord sur ça, sur le match contre Boston notamment, et contre Denver, le début de match. J'ai trouvé une bonne utilisation de Brett Brown, où, sachant que Ben Simmons c'est tellement un joueur atypique, et le fait de donner un peu le ballon aussi à Harris, c'est quelque chose d'intéressant. Puis ça pourra faire défendre en playoff peut-être des postes 3 qui face à lui et donc les fatiguer, donc ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup Ben. Mais de rien. Pour ce long profil sur Tobias Harris. N'hésitez pas à partager, le podcast à commenter. Il y aura peut-être des sondages qui vont arriver. Même si moi je suis très anti-sondage vu les joueurs qui m'ont été alloués. Mais continuez. Ah mais franchement, j'ai fait un quart d'heure là sur Harris parce que en fait en termes d'investissement c'était pareil qu'avec Tyreke Evans ou Derek Favors, c'est juste qu'il y a 15 000 trucs à dire. Enfin, donnez-moi des joueurs comme ça et continuez. Moi, je pense, on va peut-être refaire un sondage, mais j'arrêterai de mettre des joueurs que j'aime bien, mais je mettrai peut-être des bons joueurs. Comme ça m'évitera d'avoir des joueurs un petit peu plus compliqués. Je t'avoue que ça m'a égayé ma fin janvier, parce que j'avais quand même passé mes 2 profils sur Derek Favors et Tyreke Evans. C'était pas joyeux. Et t'aurais pu avoir Stan Johnson ou DeAndre Bambry à la place. C'est vrai que les auditeurs ont été gentils. Ouais. Mais la chute ne sera que plus violente, parce que le jour d'après... Pour le prochain, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mettez-lui si jamais il y a un sondage pour Ben, donnez-lui un petit peu le cancre de la liste, comme ça il faudra qu'il y passe. Mais voilà, n'hésitez pas à partager, à écouter, à poser des questions, à vous donner vos remarques, ce que vous en pensez aussi en commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Profil.